Alors, l'objet du cours, c'est l'État, le territoire national. Nous avons vu un peu quelques caractéristiques du territoire tribal, la séance précédente. Nous continuons, il y a une complémentarité entre les différents cours. Nous continuons, mais très brièvement, une sorte d'esquisse de la genèse de la construction du territoire national. Nous allons commencer par donner quelques idées, là aussi, sur les traits caractéristiques du territoire de l'État traditionnel, dans notre cas, le Makhzen. Et puis, nous allons voir quelles sont les conditions matérielles, surtout pendant la colonisation d'abord, les conditions matérielles qui ont fait que le territoire ne soit plus divisé en bled Siba et bled Makhzen. Ce n'est pas encore le territoire national, mais il y a un dépassement de cette division bled Makhzen, bled Siba, avec la détribalisation conduite par le pouvoir colonial au nord et au sud du Maroc, et également par la centralisation du pouvoir dans les deux cas. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de Makhzen, nous avons parlé de deux limites. Une limite au niveau militaire, il n'avait pas la capacité militaire de contrôler un espace, et il n'avait pas non plus la capacité bureaucratique de contrôler un espace. Avec le pouvoir colonial, ces deux contraintes vont disparaître. Le pouvoir colonial est fort sur le plan militaire, mais il est également fort sur le plan bureaucratique. Donc, détribalisation, démilitarisation des tribus et centralisation du pouvoir au niveau central. Ça, c'est les conditions matérielles qui sont liées à la colonisation. Je ne peux pas le développer, peut-être dans le cours, nous allons développer l'infrastructure, les chemins de fer, les moyens de transport, le téléphone, le télégraphe, etc. Nous pouvons développer tout cela avec les études qui concernent ce type d'infrastructure et comment ce type d'infrastructure favorise la création d'une construction, même si le téléphone était à ses débuts, mais les intellectuels nationalistes, les jeunes nationalistes, l'élite utilisaient le téléphone dans les années 20, le télégraphe également dans les années 20, et peut-être bien avant. Donc voilà pour les conditions matérielles, c'est le deuxième point, avec deux sous-points, détribalisation, démilitarisation et centralisation du pouvoir. Le troisième point, c'est les conditions idéologiques. Et là, c'est un tournant dans l'histoire du pays. Un grand tournant dans l'histoire du pays, des intellectuels, des jeunes, à partir de la fin des années 1920 jusqu'à la fin du protectorat, des jeunes nationalistes vont mobiliser, vont diffuser des notions et des concepts qui sont en rapport avec un territoire national. L'idée de patrie, qui est nouvelle, l'idée de nation, l'Umma, qui est également nouvelle, mais également l'idée de peuple, des masses, Jamahir, etc. Donc voilà, le premier point, c'est un peu l'État, quelques éléments sur le territoire de l'État traditionnel, et le deuxième, les conditions matérielles et idéologiques de la construction du territoire national. Voilà un peu l'esquisse du cours. Je commence par le premier point. J'ai déjà défini, j'ai déjà rappelé la définition du territoire. Je la rappelle encore parce qu'elle est importante dans notre cours. C'est l'espace, c'est une portion de l'espace sur lequel s'exerce un pouvoir politique. Quand on parle de territoire tribal, il y a une tribu qui contrôle des parcours, qui contrôle une forêt, qui contrôle des sources, qui contrôle une montagne, et qu'il appelle ça Trab al-Qabila ou Akal al-Taqbil, ton berbère, etc. Mais ça peut être une zaouia, lorsque la zaouia n'est pas uniquement une entité juridique, une entité religieuse, mais également une entité politique. Mais c'est le cas du Makhzen, bien entendu, qui est une entité politique. Donc voilà pour le territoire. On parle des confins. On parle des confins lorsque les limites ne sont pas définies. On ne parle pas de frontières. Le territoire peut avoir des frontières,
d'accord? Mais on parle plutôt des confins, lorsqu'il s'agit de l'État traditionnel, lorsque les limites ne sont pas précises, ou ne sont pas définies de façon précise. La frontière, au sens moderne du terme, la frontière, pardon, au sens d'une ligne tracée de façon nette et précise, c'est une notion moderne. Et nous allons voir avec le traité de Marnia comment le Maroc, pour la première fois, va expérimenter ce type de frontière. Donc les confins, pour les tribus, pour l'État traditionnel, il est inapproprié de parler de frontières lorsque ces frontières sont relativement floues, la crête d'une montagne, un fleuve, une forêt, un parcours, une source, etc., qui délimitent de façon vague et floue le territoire. Lorsque nous avons parlé, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de Makhzen, de Bled Makhzen et de Bled Siba, nous avons dit qu'il y a un territoire potentiel du Makhzen. Il y a Bled Siba, Bled Makhzen, mais il y a un territoire potentiel qui englobe les deux. Bled Siba et Bled Makhzen, parce que nous avons un peu indiqué les deux critères symboliques, d'accord? C'est le caractère de baraka ou de shérif, etc. Donc une reconnaissance du pouvoir spirituel du roi ou du sultan. Que vous soyez dans Bled Siba ou Bled Makhzen, vous êtes concerné, par le pouvoir spirituel du roi. Donc, même si ces tribus sont en marge du Makhzen, même s'ils contrôlent un territoire, ils s'organisent de façon relativement autonome, il n'en reste pas moins qu'ils ont un lien symbolique avec le pouvoir central. Maintenant, comment définir ce territoire potentiel? En termes de confins, en termes de limites, est-ce qu'il y a d'abord, quelles sont ces limites de ce territoire? Je parle toujours du territoire précolonial, hein, donc 19e siècle, mais on peut remonter plus loin. Alors, nous avons, peut-être ça nous facilite un peu la chose, mais c'est une anecdote, nous avons l'océan Atlantique et la mer Méditerranéenne qui sont des limites précises, donc, sauf pour les Mlilia et Septa, et avant, bien sûr, Tarfaya, Ifni et d'autres. Mais bon, là, à la limite, les frontières, on va dire, les limites en termes géographiques sont beaucoup plus claires. Ils ne sont pas toujours respectés, ils ne sont pas toujours les limites politiques, mais bon, ils existent. Il reste la partie est et la partie sud. Alors la partie est, c'est également relativement plus clair parce que le pouvoir ottoman s'est installé en Algérie, ou ce qui va être l'Algérie, au début du XVIe siècle, 1515. Et donc les frontières étaient relativement... Les Marocains connaissaient qu'il y a un pouvoir ottoman à côté, et puis il y a le territoire marocain. Pour le sud, c'était plus flou. Et les Anglais jouaient un peu sur le caractère flou les Anglais et d'autres, les Allemands jouaient sur le caractère flou des limites du sud au Maroc. Ils contestaient même le pouvoir du sultan au-delà de l'Oued-Souss. C'est-à-dire, les conséquences, c'est-à-dire que nous, les Anglais, les Allemands, ou les Espagnols, surtout les Anglais qui ont revendiqué ça sous Moulay Abdelrahman et sous Hassan Ier, ils ont dit, au-delà du fleuve de Souss, le sultan n'a plus de pouvoir, et donc nous pouvons avoir des contrats de commerce sans l'autorisation du sultan. Il n'y a aucune obligation pour les marchands anglais et d'autres à payer les taxes. Ça a été bien sûr contesté par les deux sultans, mais pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de clair pour les étrangers, mais également pour les acteurs internes. À chaque fois, il y a des contestations sur les limites du territoire. Donc retenons tout simplement que les limites du territoire traditionnel précolonial n'étaient pas tracées
de façon claire comme ils le sont aujourd'hui. D'accord? Ou comme ils le sont pour un État moderne en général. Alors ça, c'est le premier point, le caractère flou, l'image floue d'un territoire marocain. Nous allons un peu voir les auteurs qui ont traité de ça, notamment Abdallah Al-Aroui, qui parle de cette image floue, de ce caractère flou, même si les Marocains ont une certaine idée de ce qu'est pas le Maroc, mais on va voir maintenant quelles sont les dénominations. Maintenant c'est clair, tout le monde parle de Maghreb, de Maroc, de Morocco, de Marruecos. Il y a un seul nom pour dire un territoire. Et la dénomination pour un territoire, c'est le deuxième point. La dénomination pour un territoire, nommer un territoire, c'est se l'approprier. Nommer un territoire, c'est également tracer des limites, mais qui ne sont pas les limites d'un ingénieur ou les limites d'un topographe, mais des limites symboliques. Alors, quels sont les noms? On peut revenir dans les cours aux différentes dénominations en partant des voyages des Marocains à l'étranger, en partant des correspondances du Maroc, etc. Mais l'hypothèse, un peu, si vous voulez, qu'on essaiera de vérifier, c'est que nous avons très peu de données sur comment les Marocains eux-mêmes, c'est-à-dire le peuple, les gens de tribu, définissaient ce territoire-là. Il y a quelques éléments de voyageurs qui désignent toute la partie de Oujda jusqu'à Kénitra, jusqu'à Agadir et parfois au-delà de Gharb, l'Occident. Pour le reste des dénominations, c'est des dénominations d'élite qu'on va trouver dans les livres, qu'on va trouver dans la littérature du voyage, qu'on va trouver dans la correspondance du Makhzen. Ou chez les historiens. Khalid Nasseri, qui est décédé fin 19e siècle, a écrit un livre sur l'Istiqsa fi Akhbar al-Maghrib al-Aqsa. Donc vous avez déjà al-Maghrib al-Aqsa, qui est ancien. Le mot Maghrib al-Aqsa n'est pas qui est ancien. Vous avez le Maghrib al-Aqsa, c'est le Maroc. Le Maghrib al-Awsat, c'est à peu près l'Algérie. Le Maghrib al-Adna, c'est à peu près la Tunisie. Donc le Maghrib al-Awsat, c'est le Maroc du milieu. Et l'Occident du milieu et l'Occident proche. Vous avez Marrakech. À un certain moment, Marrakech désignait pas uniquement une ville, mais tout ce territoire flou, indéterminé. Ma génération, peut-être pas la vôtre, mais ma génération se rappelle de Farid al-Atrash qui parlait de Tunis fin, Marrakech fin, mais Marrakech ne veut pas dire Marrakech, Marrakech veut dire tout le Maroc. D'où Morocco, hein, donc Maroc en français, ça ne vient pas de Maghreb, ça vient plutôt de Marrakech. Bien, vous avez Arbab al-Maghreb, les possesseurs ou les propriétaires de l'Occident, et ainsi de suite. La question que nous allons nous poser par la suite, sur laquelle vous allez travailler un peu, c'est juste à partir de quel moment l'élite, le peuple, pour dire les choses de façon très rapide, vont commencer à désigner le Maroc par, on va dire, Maghreb, Gharb, je parle de l'histoire, Gharb ou d'autres bouts. Bien. Alors, troisième point qui est en rapport avec la définition des territoires traditionnels, qu'ils soient tribal ou traditionnels au sens large, c'est que le pouvoir s'exerce non pas sur le sol, mais sur les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis qaïd de la tribu X, d'accord? S'il y a un meurtre, déjà c'est le modèle théorique, le modèle normatif. Les choses peut-être ne se passent pas toujours de cette façon, mais je suis qaïd, il y a
un membre de la tribu qui a tué dans un souk étranger son cousin ou son ami, etc. Dans un État, dans une administration moderne, où le pouvoir, la circonscription territoriale est un élément central dans la définition de la compétence, c'est le qaïd du commandement sous lequel, qui commande un peu ce marché, qui va trancher l'affaire. Dans notre cas, le territoire est oublié, l'espace est oublié, il n'est pas un critère pour délimiter la compétence, quel que soit l'espace où vous allez commettre un crime, un délit, etc., c'est toujours le qaïd ou la jma'a de votre tribu qui va trancher. Donc le pouvoir du makhzen, le pouvoir politique en général, ne s'exerce pas sur un sol déterminé. Si vous appartenez à telle ou telle tribu, c'est la jma'a ou l'institution de cette tribu qui va s'occuper de votre affaire. Et là, nous retrouvons cette idée dans le traité de l'Al-Lamarniya. Alors, traité de l'Al-Lamarniya, 1845, si ma mémoire est bonne, je vais vérifier. Oui, 1845, 18 mai 1845. L'Algérie était déjà occupée, colonisée par la France à partir de 1830. Donc 1845, c'est une quinzaine d'années déjà de colonisation de l'Algérie. Et donc il y aura un traité entre le pouvoir colonial en Algérie et le Makhzen au Maroc. Vous avez une carte, nous allons vous montrer la carte, mais l'essentiel de la carte, c'est qu'il est entre les deux. Nous avons parlé de territoire défini de façon précise, avec une ligne, un tracé, d'accord, sur lequel les deux parties sont d'accord. Ça, c'est la frontière au sens moderne. C'est pourquoi, lorsque je vous ai montré les limites tribales, je vous ai dit, bon, il ne s'agit pas d'une ligne tracée, il s'agit de confins, mais le géographe, bien sûr, il est obligé de mettre des lignes précises et pas des espaces vagues. Deuxième partie, donc il y a la partie nord jusqu'à un lieu appelé Teniet Sassi, donc la partie nord du Maroc, avant Figuig, avant même Aïn Bni Mtar. La partie nord est délimitée de façon précise. La partie sud, nous allons trouver ce principe, c'est-à-dire que le pouvoir colonial en France et le sultan du Maroc se sont mis d'accord sur le fait qu'il n'y aurait pas un tracé précis, il n'y aura pas une frontière, mais les confins seront, comme dans le passé, seront délimités en se référant à la répartition des tribus. Ce que je viens de dire tout à l'heure. Répartition des tribus, c'est-à-dire que dans le traité, vous avez une liste des tribus qui relèvent du sultan du Maroc, quel que soit le territoire ou l'espace où il se trouve. Vous avez les Bnéguil sur lesquels j'ai travaillé, mais vous avez également une liste Hmiyan, Oulad Chir, etc., etc. Donc, le sultan n'exerce pas à partir, bien sûr, lorsqu'il s'agit de la partie sud des frontières, de la délimitation des frontières et des confins, le sultan n'exerce pas son pouvoir sur un espace déterminé, mais sur des tribus, quel que soit le lieu où ces tribus se trouvent. Donc, je le répète parce que parfois ce type de raisonnement est absurde pour un raisonnement cartésien ou maintenant comment un État moderne peut vivre avec ce type de définition. Il est impossible qu'il vive avec ce type de définition. Il y a un territoire et tous les problèmes jusqu'à présent qui découlent
de la délimitation précise de territoire à Figuig. Vous avez vu les événements il y a 6 ou 7 mois. Donc il y a des territoires à partir de 1973, donc il y aura encore une autre délimitation des territoires. Il y aurait pas mal de parcelles, pas mal de palmiers de l'autre côté qui appartiennent aux gens de Figuig. Si c'était uniquement les confins, s'il n'y avait que la définition des confins, les gens de Figuig vont dire bon, cette parcelle m'appartient, je vais aller la cultiver, ou ce palmier m'appartient, je vais aller l'exploiter, ainsi de suite. Maintenant, avec des délimitations en termes de frontières, en termes de lignes tracées, ce type de notion, d'accord, a été dépassé. Donc voilà, mais généralement, en général, l'État moderne est beaucoup plus lié à la notion de frontière qu'à la notion de confins. La notion de confins précède la notion de frontière. Et ça, c'est très important pour l'État, pour un État moderne. Voilà les caractéristiques, si vous voulez, de ce qu'est un territoire traditionnel. Nous avons insisté sur l'idée de confins, l'image floue. Nous allons développer davantage la manière de dénommer un territoire et comment cette portion, même vague, des fois Tlemcen c'est le Maroc, des fois Bchar c'est le Maroc, des fois Touat ça appartenait au Maroc, etc. Même vague, même comme dans toute l'histoire des frontières, même vague, comment cette partie du territoire a été nommée par les Marocains, élites notamment. Voilà, donc pour le premier point, nous passons au deuxième point, si vous permettez. Ce sont les conditions matérielles de la genèse de la construction d'un espace national. Il est lié à la colonisation. Ailleurs, en Europe, aux États-Unis, ce n'est pas lié à la colonisation, c'est lié à l'apparition d'un système capitaliste qui a besoin d'un espace beaucoup plus large que celui d'une petite ville ou d'un terroir, etc., ou d'un fief. Il est lié à la colonisation française et espagnole. Il y a plusieurs processus, mais je vais choisir, comme je viens de le dire, deux processus. Celui de la démilitarisation des tribus, qui est dite pacification par le pouvoir colonial. Donc le pouvoir colonial, lorsqu'il parle de la détribalisation, de la démilitarisation des tribus, il parle de pacification. Donc pacifier le Bled Siba. Le Bled Siba n'est pas pacifié, et donc n'est pas pacifié pour eux, donc il faut le pacifier. Donc il y a tout un processus de pacification qui a duré quand même plus d'une vingtaine d'années pour certaines tribus, notamment les Aitata et les Aitwa-Amra. Les Aitata, ils ont rendu les armes en 1934. D'accord ? Donc il y avait la démilitarisation. Nous ne sommes plus dans la harka ou la mhalla qui se mobilise 4 mois par an, 5 mois par an, 6 mois par an, avec une capacité relativement limitée. Là, les pauvres, les Aitata, ils ont eu recours à la même stratégie, ils se sont groupés pour se défendre, mais il y avait l'aviation française. Et donc il fallait changer de stratégie, on ne pouvait plus se grouper, il fallait se disperser. Donc une force militaire, quelle que soit la force et la bonne volonté des gens de tribu, finalement, c'est la force militaire qui s'est imposée. Donc nous avons le pouvoir colonial qui est un État moderne. Un État moderne ne veut pas dire il est bien ou il est mauvais. Un État moderne, c'est un ensemble de caractéristiques. Un État colonial, un État jacobin ne peut pas se permettre de contrôler Bled el-Makhzen et non pas Bled Siba. Dans la logique jacobine, la logique de l'État moderne, il faut que l'État puisse contrôler tout un territoire. Il avait la capacité de le faire, d'accord ? Alors que le Makhzen, on se rappelle tout ça, enfin je vous rappelle la capacité limitée du Makhzen au niveau militaire. Alors la tribu, progressivement, la tribu qui était une structure militaire, va devenir un lieu, au maximum un lieu de commandement. C'est-à-dire
une tribu va correspondre à un commandement d'un qaïd. Ça, c'est le premier effet, la première conséquence, si vous voulez. La deuxième, c'est la fragmentation du territoire tribal. La séance précédente, nous avons parlé des Aitata, des Bnegil, de Tukala, etc., toutes ces grandes tribus qui contrôlent un espace vital. Avec la colonisation, il y a pouvoir militaire, les pactes militaires vont disparaître, les guerres intertribales vont disparaître, et même les armes vont relativement disparaître. Quand je dis ils vont être bannis par la colonisation, les gens doivent rendre leurs armes, mais dans tous les cas, la tribu n'est plus une structure militaire. Les razzias, les guerres intertribales, les déplacements pour contrôler un territoire, tout cela va devenir quelques souvenirs, des fois amers, des fois doux, mais peu importe. Alors, réduction de l'ère de transhumance et de nomadisation, puisqu'il n'y a plus cet espace vital, il n'y a plus nécessité pour cet espace vital, et même si c'est nécessaire pour certains nomades et certains transhumants, les conditions de l'époque ne le permettaient plus. Et nous allons insister, rappelez-vous, les Aitata qui contrôlaient le désert, le Piémont et les alpages. Alors, ceux qui se sont sédentarisés dans les alpages chassaient leurs frères qui venaient avec leurs troupeaux lorsqu'il fait chaud dans le sud et dans le désert. Ils les chassaient. Ils se sont sédentarisés, ils se sont convertis à l'agriculture, et donc ils disaient, bon, vous venez pour un peu détruire nos récoltes. Donc cette complémentarité qui existait au début entre tous les transhumants qui transhumaient va un peu se briser. Il y aura une fragmentation et parfois une destruction de cet espace vital. Et donc, depuis les années 20 jusqu'aux années 50, et ça va se prolonger sous l'État indépendant, c'est le village, et au mieux, lorsque les choses vont bien, la petite tribu qui va devenir le cadre de l'organisation des biens collectifs, les parcours, la mosquée, le cimetière, les canaux d'irrigation, les puits, etc. Donc, j'aimerais que vous imaginez une grande tribu de 80 km sur 200 km qui va petit à petit se rétrécir. Le grand territoire va disparaître pour laisser place à des territoires de villages, souvent, et de temps à autre, villages de Taqbilt, c'est-à-dire 3-4 villages qui ont des parcours communs. Donc, fragmentation, réduction de territoire tribal, de l'ère de transhumance, de l'ère de nomadisation. D'accord. Alors, retenez tout simplement que les groupes les plus larges, les groupements de tribus les plus larges, ce qu'on appelle en français les confédérations tribales, mais les grandes tribus comme Aït Sarrochan, comme Aït Filman, comme Riraya, etc., donc, comme les Sksawa, ces grandes tribus vont se désagréger pour laisser place à de petites entités politiques qui peut être la petite tribu Taqbilt ou le Douar. Donc l'érosion, si vous voulez, l'image que j'ai, mais que je partage avec vous, c'est qu'il y a une sorte de pyramide, d'accord, et le sommet, où il y a les Aitata ou les Aïtifilman, va disparaître pour laisser place uniquement à une pyramide, mais cette pyramide, la base de la pyramide, mais cette base de la pyramide est constituée par des douars et par des taqbilt qui n'ont plus de lien entre eux. Alors, il n'y aura plus l'élection du chef, de l'amrar, de la grande tribu, etc. Donc, tous les liens, c'est pourquoi je parle de fragmentation, je parle de désagrégation du territoire tribal, mais également des communautés qui le contrôlent. Donc voilà, c'est très bien sûr, nous pouvons développer ça par la suite.
Deuxième condition matérielle, c'est la centralisation, condition matérielle, politique, institutionnelle, c'est la centralisation du pouvoir. Alors rappelez-vous, nous avons beaucoup plus parlé de Qaïd, mais si on avait le temps, on aurait pu parler du Pacha pour les villes, du Amel pour les villes de Oujda par exemple, Amel et Oujda, etc. Mais peu importe, l'essentiel, c'est de dire que le pouvoir n'était pas centralisé au sens moderne du mot, sous le Makhzen, et une centralisation très forte va être entamée, va être développée par le pouvoir colonial, tout en utilisant les structures traditionnelles. Bien sûr, la centralisation, c'est le chef de région. Il y avait quelques régions au Maroc, il y avait le chef de région, et sous le chef de région, vous avez essentiellement le Qaïd. Donc on va maintenir l'institution du Qaïd et le Qaïd comme représentant du Makhzen. Mais ce qui est nouveau, c'est que c'est le chef de la région, qui est un Français, un colonisateur français. C'est le chef de la région de Rabat par exemple, la région de Rabat où il y a les Amours, il y a Knetra, etc. Donc c'est une très grande région. Donc le chef de la région va proposer une liste de Qaïd au résident général. Le résident général, ça peut être lyoté, ça peut être joint, c'est-à-dire le résident général, c'est un peu le chef de l'administration coloniale et du pouvoir colonial. Et le résident général va proposer la liste au sultan. Et le sultan va choisir et va nommer par daïr l'un des qaïds proposés. C'est ce qu'on appelle centralisation. Centralisation, ça veut dire que c'est le centre qui va désigner le qaïd. Alors, je le rappelle, le qaïd traditionnel, en général, il s'imposait de lui-même. D'accord ? Et ce n'est qu'en s'imposant, c'est après qu'il ait le contrôle et le pouvoir de commandement sur sa tribu ou sur plusieurs tribus, qu'il va demander la reconnaissance du sultan. Donc la nomination par daïr est en fait une reconnaissance de facto. Vous êtes qaïd, vous vous êtes imposé, et puis vous vous déplacez à Meknès ou à Marrakech ou à Fès pour demander votre nomination. Alors les limites de la rationalisation bureaucratique qui est liée à l'État moderne, c'est un concept qu'on va développer, qu'on va expliquer davantage par la suite. La rationalisation administrative ou la rationalisation bureaucratique suppose, comme pour le chef de région, comme pour les militaires à l'époque français, etc., suppose un traitement fixe et en espèces. Donc vous avez un traitement fixe, un salaire. Chaque mois, vous avez un salaire X selon vos compétences, selon votre grade, et ainsi de suite. Alors les qaïds de l'époque ne touchaient pas un traitement fixe. On les laisse prélever une part de l'impôt rural. Le qaïd touchait 6% de l'impôt rural. Pas de salaire, vous avez collecté l'impôt, vous avez collecté 100 unités, vous avez 6 unités qui vous reviennent. Vous pouvez imaginer tout l'arbitraire qui va être autour de la perception et la couverture de l'impôt au milieu rural. Deuxième aspect de cette limite, c'est que c'est le qaïd lui-même qui va rémunérer son personnel. Tous ses assistants, le frais, les mukhazni, etc. Donc les mukhazni du qaïd ne vont pas être payés par le centre du pouvoir, ce qui va devenir le cas après l'indépendance du Maroc, mais par le qaïd lui-même. Donc il va toucher encore sa sokhra, vous vous rappelez de la sokhra, cette indemnité de sortie, une indemnisation contre un service rendu, sokhra. Donc le taleb se déplace vers telle ou telle tribu, il va avoir une indemnité en nature ou en argent contre ce déplacement. Et la mouna, ce sont les tribus qui vont nourrir
ceux qui se déplacent. Mukhazni, Talab, etc. Donc il y a une centralisation du pouvoir, mais une centralisation du pouvoir relativement limitée. Donc la rationalisation bureaucratique n'a pas été poussée jusqu'au bout, ce qui sera le cas par la suite. Le qaïd va être un fonctionnaire de l'administration et du pouvoir central. Donc, pas un qaïd qui a le pouvoir local qui est entre les deux. Mais l'essentiel, c'est qu'il y aura une capitale, Rabat, des administrations, des directions, etc., qui sont occupées non pas par les Marocains, mais par les Français, et au nord par les Espagnols. C'est ça le plus. Et là, vous avez l'administration au sens moderne du terme. Séparation des biens publics et des biens privés. Vous avez une voiture, cette voiture, vous êtes chef de région, cette voiture vous n'appartient pas. Vous êtes qaïd, hein, vous vous déplacez à dos de mulet ou à dos de cheval, ce cheval vous appartient. Il n'y a pas, la maison que vous habitez n'est pas une maison de service, alors que le chef de région va habiter une villa de service et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs caractéristiques sur lesquelles nous allons revenir qui caractérisent la bureaucratie moderne et qui font défaut au pouvoir local sous le protectorat. Donc voilà pour les conditions, très rapidement encore une fois, les conditions matérielles qui sont en rapport essentiellement avec la démilitarisation des tribus, la pacification, entre guillemets, du Bled Siba et la centralisation du pouvoir, avec les limites que je viens d'énoncer. Troisième point, c'est les conditions idéologiques. Le nationalisme au Maroc est né sous le... Ce n'est pas comme en Europe, il est né dans un contexte colonial. Et il est un peu l'acteur idéologique et politique de ce que on peut appeler maintenant la genèse ou la construction d'un territoire national et d'une nation, bien sûr. Alors le mot watan, parce que le vocabulaire est très important, il y a deux mots qui sont utilisés, qui étaient utilisés de façon régulière. Le mot watan, qui a donné le wataniya, le nationalisme, et le mot umma maghribiya, la communauté marocaine ou la nation marocaine. Il est intéressant de faire un peu l'historique de l'apparition et des sens qui ont été donnés à ces deux mots, au mot watan et au mot umma. Nous allons le faire pour les 3 décennies, les années 20, 30 et 40. Et par la suite, les choses vont devenir plus faciles parce qu'il y a plus d'écrits là-dessus. Alors, le mot watan est utilisé, qui veut dire en arabe, le mot en arabe existait, les nomades parlent de l'watan, c'est-à-dire la partie du territoire avec laquelle vous êtes un peu familiarisé, où vous êtes né, où vous vivez. Le mot watan existait avec d'autres acceptions, mais à partir du XIXe siècle va désigner une partie du territoire qui est soit sous le contrôle d'un État, soit un idéal pour la construction d'un État indépendant. Le Maroc était colonisé. Lorsqu'on parle de watan au Maroc à l'époque, ça veut dire toute la partie du Maroc. Et parfois, on parle de Tanger jusqu'au fleuve du Sénégal, ce qui correspondait un peu à l'empire chérifien. Donc l'essentiel, c'est qu'on va utiliser un mot watan, patrie, qui transcende les limites tribales, qui transcende les limites entre Bled Siba et Bled Makhzen. C'est ça le plus important. Quand on parle d'idéologie, c'est qu'il y a un mot, une notion, un concept qui permet aux gens qui appartiennent à différentes tribus, qui appartiennent à différentes zawiyas, qui appartiennent à différentes confréries, qui appartiennent à différentes villes, de se reconnaître. Et ça, c'est très important sur le plan idéologique, ça n'a pas existé, même si les Marocains pouvaient avoir des idées floues sur leur interaction en termes de musulmans, en termes de berbères, ou en termes d'arabophones, etc.
Donc vous avez le mot Watan, il est important parce que lorsqu'on parle de nationalisme, lorsqu'on parle de Wataniya, et lorsqu'on parle de ces jeunes qui ont combattu ce qui a été appelé le Daïr berbère en 1930, division entre berbères et marocains et musulmans marocains, berbères, musulmans, voilà, berbères, arabophones, peu importe, division entre les berbères et le reste des Marocains. Vous avez le mot Watan et le mot Wataniya qui ont été utilisés pour cimenter un peu et pour dépasser ces différents clivages que je viens de citer. Vous avez le 1928, une association qui parle déjà de 1928, qui parle déjà de Kiyan Watani, une entité nationale. Vous avez le Hay'a al-Wataniya al-Oula, 1930 au nord du Maroc, qui va utiliser le mot Wataniya, donc une organisation nationale. Vous avez Koutlet al-Amal al-Watani, 1934, qui vont rédiger le plan des réformes marocain, qui est traduit, le mot Watani ne vient pas dans le titre, dans l'appellation en français, Comité d'action marocaine. Donc, de plus en plus, vous allez, l'historien, celui qui lit, celui un peu qui fait l'histoire, va observer la fréquence de ce mot Watani, qui était presque quasi inexistant au début des années 20 dans la littérature de l'époque. Vous avez également l'idée, quand on parle de Watan, de Wataniya, ou de Muwatin, citoyen, l'idée que l'appartenance à une nation, que le nationalisme est un ensemble de valeurs, un ensemble de normes, un ensemble d'idéaux, d'accord, qui exigent des membres de cette nation, de cette patrie, que la loyauté suprême ne soit pas à la tribu, ne soit pas à la confrérie, ne soit pas à la ville, ne soit pas à la famille, mais à la nation et à la patrie. Donc, négation de la tribu, ça dépend des nationalismes. Négation de la confrérie, ça dépend des nationalismes. Mais dans tous les cas, la loyauté suprême. Vous pouvez avoir une loyauté pour votre tribu, pour votre confrérie, mais la loyauté suprême doit l'être pour la nation. Et ça également, je le dis, je le répète, c'est nouveau, c'est un tournant dans l'histoire intellectuelle, culturelle et politique du Maroc. Le nationalisme, l'une des définitions, l'un des traits caractéristiques du nationalisme, c'est le combat de tout particularisme. La culture, si vous voulez, ou les éléments, les critères qui doivent définir les Marocains en tant que tels, ne doivent plus être fondés sur des éléments locaux, sur des valeurs locales, sur des structures locales, mais sur des structures nationales. Et les nationalistes à l'époque étaient les premiers à transcender, à créer des réseaux interurbains, si on peut appeler ça ainsi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les Fassis d'un côté, les Slaouis d'un autre, les Herbati d'un autre côté, etc. Donc il y avait déjà, dès le début des années 30, un réseau qui groupait à la fois les intellectuels, les militants, les intellectuels jeunes de Salé, de Rabat, de Fès, de Tétouan, de Tanger par la suite, de Marrakech par la suite, de Casablanca par la suite. D'accord ? Et donc, la création de ce réseau entre les villes, entre une élite qui appartient à d'autres villes, était une conséquence de l'idée de la nation, de l'idée qu'il y a quelque chose qui transcende les divisions entre les villes, qui transcende les divisions entre les tribus. Nous allons voir également dans quelle mesure, mais je dirais un mot là-dessus, dans quelle mesure des concepts également comme le concept de peuple et de jamahir sont également des concepts englobants. On va parler de Sha'b al-Maghribi. Il y aura plusieurs titres de journaux, etc., qui parlaient de Sha'b al-Maghribi. Et lorsqu'on parle de
peuple marocain. C'est cet élément qui est commun à plusieurs membres, disons, appartenant à différentes communautés, à différentes communautés qui sont différentes sur le plan linguistique, sur le plan religieux, et ainsi de suite. Je vais donner un exemple tout à l'heure de la fête du trône. Donc, Watan, le mot Watan, j'aimerais que vous reteniez ça. Donc, nous passions d'un territoire tribal, d'un territoire fragmenté, en bled Siba et en bled Marzen, vers un idéal territorial. Un idéal territorial qu'on va appeler patrie, qu'on va appeler nation, ou qu'on va dénommer sous d'autres symboles. Cet idéal territorial doit grouper les Marocains du Nord, les tribus du Sud, les Juifs, les musulmans, les Berbères, les arabophones, etc. Et donc le tournant, je dirais, mais bon, on peut approfondir ça, le tournant, c'est fin des années 20 et fin des années 30. C'est une décennie où les choses vont se jouer, où les choses vont devenir relativement claires, où il y aura un parti de l'Istiqlal et d'autres partis qui vont venir par la suite. Un parti de la CRC et des partis qui vont revendiquer l'indépendance par la suite. Alors, un exemple juste pour vous illustrer un peu l'idée de ce qu'était la nation pour les intellectuels de l'époque. Quand je dis intellectuels, les jeunes, ils avaient une vingtaine d'années. Dans la majorité des cas, c'est une vingtaine d'années. Mais 20 ans de l'époque, c'est autre chose. Donc. Alors, la fête du trône. Si on jette un coup d'œil sur le calendrier des fêtes dans le Maroc traditionnel, vous allez trouver deux catégories de fêtes. Les fêtes locales, le Moussem de Zarhoun, le Moussem de Moulay Idriss à Fès, mais ça peut être une fête locale également en milieu rural, le Moussem de Moulay Ibrahim, etc. Et vous avez des fêtes qui sont célébrées en tant que musulmans. C'est les 4 fêtes que vous connaissez, la fête de la rupture du jeûne, la fête du sacrifice, la fête de Ashura et la fête de l'anniversaire du prophète. Là, on les célèbre, pas en tant que Marocains, cette idée n'existait pas à l'époque, pas en tant qu'appartenant à telle ou telle tribu, mais en tant qu'appartenant à une communauté musulmane. Même si la fête du sacrifice va se faire selon des coutumes locales de telle ville, et que dans des régions au Maroc, il y a la mascarade, Bilmaoun, Boulbtaïn, Boussba, peu importe, il y a la mascarade qui va suivre un peu le sacrifice. Il n'y a pas seulement la dimension musulmane religieuse, il y a également la dimension locale. Donc voilà deux catégories. Locale, j'appartiens à la tribu, à la confrérie, à la corporation, nous avons des fêtes, et musulmane. Et entre le local et le global, le musulman, il n'y avait pas de fête qui était célébrée par les Marocains en tant que telle. C'est la fête du trône qui sera la fête nationale, qui sera célébrée par les Marocains dans différentes régions du Maroc. Ça va commencer avec Salé et Fès au début, Salé, Fès, Rabat, mais par la suite, ça va se propager progressivement à d'autres villes. Donc, pour la première fois dans l'histoire du Maroc, peu importe maintenant, même la dimension géographique importe peu, parce que idéologiquement, cette fête a été célébrée en 1933 pour la première fois, même si il était interdit par le pouvoir colonial. Il va être reconnu en 1934, d'accord ? Et c'était une fête qui a été conçue comme étant une fête nationale. Et ce qui était encore idéologiquement significatif, c'est que le roi, Mohammed V à l'époque, Mohammed Ben Youssef à l'époque, si on veut être précis, Mohammed Ben Youssef,
est devenu le symbole de la nation. Donc le makhzen traditionnel, il n'y avait pas de nation pour que le sultan soit le symbole d'eux. Il était imam, il était sultan, il était roi, il était shérif et tout ça. Mais devenir le symbole de la nation, il fallait qu'il y ait un mouvement nationaliste, il fallait qu'il y ait une idéologie nationaliste pour que le sultan soit le symbole de la nation et pour que la fête de son intronisation soit le symbole également de la nation. Et donc, ce sont pour la première fois des Marocains qui appartiennent à différentes corporations, à différentes villes, à différentes tribus, vont célébrer la fête, non pas en tant que musulmans, non pas en tant qu'appartenant à une communauté locale, qu'elle soit religieuse ou politique, mais en tant que Marocains. Et la symbolique de la célébration va être le drapeau marocain, des chansons, bien sûr, mais également la lecture de poésie, la lecture de poèmes glorifiant le roi, glorifiant le Maroc, la nation, la patrie, etc. Et juifs et marocains, même s'ils étaient séparés, vont célébrer la fête du trône, la prière du roi. L'espace, à l'époque, ne permettait pas de grouper, ou en tout cas, il n'a pas groupé les Juifs. Les Juifs ont célébré la fête du trône le même jour, mais séparément. Maintenant, quand on parle de ce processus, j'ai dit, bon, c'est une décennie, les choses sont devenues claires, bien sûr, ça va continuer par la suite. Il y aura plusieurs manifestations de la confirmation de l'appartenance à la nation marocaine. Il y aura plusieurs événements. Peut-être qu'on reviendra sur certains événements qui vont encore confirmer l'appartenance à une nation, l'appartenance à une communauté marocaine. Mais je pense que la genèse, si on veut uniquement étudier la genèse de la nation marocaine, de l'idée de la patrie, je pense que 2 décennies maximum sont suffisantes pour voir comment les intellectuels de l'époque ont utilisé ces concepts de watan, de patrie. Dernier point, juste, mais bon, c'est un détail pour le cours, mais c'était un cours que j'aurais aimé faire, mais bon, on n'a pas le temps de tout faire. C'est qu'au début, le nationalisme au Maroc a fondé la nation sur 2 piliers, l'arabité et l'islam. Et ces 2 éléments ne sont pas 2 éléments qui appartiennent uniquement aux Marocains en tant que tels. La fête du trône, c'est célébré par les Marocains en tant que Marocains, d'accord ? Mais les éléments et les piliers de la nation, tels que pensés par les idéologues et les intellectuels du nationalisme, c'était l'arabité et l'islam. Ça veut dire tout simplement que le Maroc, ou l'espace du Maroc, ou la nation du Maroc, n'est pas coupé d'un autre espace qui n'est pas un territoire, qui est toujours un espace linguistique, culturel, qui est l'espace de l'arabité, et un espace religieux qui est celui de la communauté musulmane. Donc vous avez un équilibre, le nationalisme au Maroc a essayé d'avoir un équilibre entre ce qui est national, local, etc., mais également de ce qui l'implique, ce qui l'intègre dans d'autres espaces beaucoup plus larges. Quand on parle de min al-Muhit ila al-Khalij, ou quand on va parler par la suite de l'océan jusqu'au Golfe, on parle d'un espace, mais d'un espace qui est un espace commun à ce qu'ils ont appelé Qawmi al-Arabiya, ou les Arabes, le nationalisme arabe, ou les Arabes tout court. Donc voilà un peu les étapes, si vous voulez, de la genèse du territoire national, de la nation, de la patrie au Maroc. Je vous remercie et à très bientôt.